comment changer en profondeur les motivations humaines dont découle la catastrophe écologique actuelle? D'après vos convictions, est-ce possible, et notamment à l'échelle de l'humanité? Yves Cochet, est-ce que vous voulez essayer de répondre? Ouais. Alors oui, je réponds à cette question et en même temps à une remarque de M. Baudin en ce qui concerne la taille. La taille importe. C'est pour ça que vous avez dit que j'étais un disciple de Malthus. Non, je suis néo-malthusien et tout à fait laïque. Hein. Donc, mais il y a des raisonnements contemporains, car vous avez bien noté qu'en effet, en 1830, on était 1 milliard, maintenant on va bientôt être 8 milliards. Peut-être, peut-être, car évidemment, si l'effondrement systémique mondial arrive, comme je le crains qu'il arrive présentement, ça va être très douloureux. Bon, ceci étant dit, eh bien, il est vrai que la bonne manière, c'est que chacune de ces communautés, on parle bien de la communauté nationale quelquefois, même quelquefois M. Macron dit oui, la communauté nationale. Il y en a même quelquefois de manière régionaliste, de manière plus ou moins d'ailleurs un peu égoïste, la communauté bretonne, la communauté basque, la communauté alsacienne, que sais-je encore. Bon. Alors, non, les communautés, c'est à différentes échelles. La communauté du Rojava dont je vous parlais n'était pas d'ailleurs culturellement ni même linguistiquement homogène. C'était simplement une communauté géographique. Il s'agira de faire la paix, de faire la solidarité, et évidemment de faire toutes les aménités matérielles pour la sustentation de la vie avec ses voisins géographiques. Donc la vraie communauté, c'est les communautés géographiques, quelle que soit votre croyance, votre couleur de peau, votre culture ou quoi que ce soit. On est là, en gros, on y reste et on essaie d'organiser. Alors ça peut être 50 personnes, ça peut être comme au Rojava, 5 millions de personnes. Quand même une grande communauté, c'est plus grand que la Bretagne. Hein. Mais je ne vois pas ça en grande dimension. Par exemple, on dit, à un moment, on disait la communauté européenne. Hein, il y a, avant qu'on appelle l'Union européenne, c'est la communauté européenne. Il n'y a pas de communauté européenne, et même peut-être, il n'y aura même plus, pour des raisons très, très thermodynamiques, il n'y aura plus de communauté non plus française, simplement parce que les raisons de, comment dirais-je, d'entropie qu'il nous faut pour maintenir de telles communautés à grande échelle, eh bien, l'entropie va gagner. Car ça, c'est quelque chose que disait, alors non pas Saint-Augustin, mais un copain italien qui s'appelle Ugo Bardi, là, qui est prof à l'université de Florence, de Frienza. Eh bien, on ne peut pas gagner contre l'entropie, mais on doit vivre comme si l'on pouvait gagner. Alors, c'est exactement ça. Il faut essayer, en effet, comme le disent peut-être certains penseurs, de recréer de l'ordre, un petit peu comme le disait, je ne sais pas ce que vous en pensez d'ailleurs, Teilhard de Chardin, chrétien par ailleurs, hein, eh bien, il faut essayer de voir où on peut créer de l'ordre dans un monde essentiellement de désordre et de thermodynamique où on va vers la mort certaine. Peut-être que dans 5 milliards d'années, vous savez, je ne sais pas ce qui restera de l'humanité. Le Soleil sera mort. Je ne suis pas du tout convaincu qu'on aille un jour dans les étoiles. Tout ça, c'est des trucs à Jeff Bezos qui sont des stupidités absolues. Quand je pense à des gens qui admirent Jeff Bezos, je n'en dis pas plus sur les gens qui admirent Jeff Bezos. Et bref, pour dire, il faut essayer localement de s'arranger. Les gens, ils sont de droite, ils sont de gauche, ils sont écolos, ils sont chrétiens, ils ne sont pas chrétiens, avec mes voisins, avec mes voisins. Moi, je suis là depuis 14 ans, et la bonne défense, ce n'est pas le survivalisme avec la Winchester, la bonne défense, c'est la solidarité locale, c'est des liens de démocratie locale. Il faut donc, avec ses voisins, qu'on les aime ou pas, ce n'est pas le problème, il faut dire, on va se rendre. Nous, on essaie depuis 14 ans, ma fille et moi, on est 8 maintenant, simplement sur notre terrain, mais on essaye aussi avec les voisins, qui sont essentiellement des paysans pauvres, hein, eh bien d'avoir, je t'échange par exemple, une séance d'ostéopathie, parce que ma fille est ostéopathe, contre un truc que tu vas faire avec ton tracteur ou avec ta tractopelle. Et c'est des échanges non monétarisés, et comme ça, on a des liens locaux, donc c'est un petit peu ce que disent d'ailleurs les décroissants, moins de biens, plus de liens. C'est ça l'avenir politique du monde entier. Alors bien sûr, ça donnera des communautés de différentes tailles et avec des régimes politiques et des géométries d'être ensemble qui sont tout à fait différentes. Il n'y aura pas comme actuellement 200 pays avec chacun sa culture. Il y en aura 2000, il y en aura 200 000 peut-être. Et alors? Du moment qu'ils sont solidaires localement. Mais alors Yves Cochet, simplement pour la question des motivations dont découle cette crise, est-ce que, je pense que si j'essaie d'interpréter un petit peu la question, est-ce que
il n'y a pas un problème d'ordre anthropologique, hein. Est-ce que le problème, vous avez beaucoup parlé de la démesure dans la consommation, n'est-ce le problème, ou une partie du problème, n'est-ce pas que l'homme est cupide, que l'homme est égoïste, etc. Comment changer cela? Est-il possible de changer cela? Alors, vraisemblablement non dans le court terme. Moi, je ne crois pas, justement, contrairement à Teilhard de Chardin aussi, qu'il y a une sorte de point oméga et qu'il y a un progrès apparent technologique. C'est-à-dire, par exemple, les armes de destruction massive sont beaucoup plus sophistiquées qu'elles l'étaient du temps de Nao, au moment de la guerre du feu, avec des bâtons et des cailloux. Donc, c'est beaucoup plus sophistiqué maintenant. On a fait de réels progrès technologiques dans l'art de s'entretuer. Mais sinon, est-ce qu'il y a un progrès moral depuis la grotte de Lascaux? J'en suis pas sûr du tout. J'en suis pas sûr du tout. Il n'y a pas de progrès moral. Il peut y avoir des époques où ça va mieux et des époques où ça va moins bien. Mais c'est peut-être un plateau ondulant et qui peut en plus aller plus bas et peut-être aller plus haut. Je suis pas sûr qu'il y ait un progrès. Donc là, on peut avoir un effondrement, y compris moral. Et par conséquent, je crois que quelquefois, M. Bonin a dit les choses de manière un peu contradictoire parce qu'il a dit on ne peut pas changer les esprits. Donc, en effet, il restera beaucoup de passions tristes et beaucoup de passions heureuses et joyeuses chez les humains. Et en même temps, il dit qu'il faut, c'est quand même changer les humains de telle manière que tous se soumettent à Dieu. Alors, je ne sais pas s'il dit, si vous êtes un peu œcuménique, en disant, quel que soit le Dieu, que ça soit Allah ou que ça soit Krishna. Je ne sais pas si vous le dites. Hein, mais enfin, il y a certains qui le disent. Non, comme moi, je ne crois pas à ça comme solution pour changer. Je pense qu'on peut changer. Il est vrai que, disons, le Weltanschauung, l'idée ou l'image du monde ou le modèle du monde, le modèle philosophique du monde que nous avons aujourd'hui, par exemple en France, n'est pas le même que ceux des Gallo-Romains sur le même territoire il y a 2000 ans, sans doute, sans doute. Mais ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Beaucoup de temps, ça prend des décennies et des siècles pour changer un petit peu, disons, la culture et la posture générale des gens. Ça prend beaucoup de temps. Et en plus, c'est fragile, car le vernis de civilisation, comme l'a très bien montré le magnifique film de Michael Haneke, qui a eu 2 fois quand même la Palme d'Or à Cannes, le magnifique film qui s'appelle Le Temps du loup, montre que le vernis de civilisation qui nous habite actuellement, eh ben, il est très très faible en épaisseur, et ça se montre très bien par la fameuse formule de Churchill: entre la civilisation et la barbarie, il y a 5 repas. Frédéric Baudin, je repose la question toujours sur l'action des motivations humaines. Oui. Alors sur la motivation, oui, c'est un sujet que j'ai beaucoup abordé, que j'aborde dans le livre justement sur la Bible et l'écologie. C'est une question essentielle. Cette motivation, comment on va la susciter? Alors, on joue beaucoup sur la peur, par exemple, hein. La peur d'un effondrement, la peur de toutes les conséquences du réchauffement climatique, la peur d'un accident de grande ampleur, etc., d'un conflit, etc. Et effectivement, on a de bonnes raisons d'avoir peur. Alors, sous l'effet de la peur, on peut prendre plus ou moins de bonnes décisions. Si on est en haut d'une falaise et on a raison d'avoir peur de faire un pas de plus pour ne pas tomber dans le vide, mais on dit aussi, et je crois que vous le dites d'ailleurs dans votre livre, la peur est mauvaise conseillère. On le dit souvent. Et en tout cas, ça n'est pas une motivation, à mon sens, suffisante et certainement pas la bonne motivation. Alors, justement, je joue sur le registre inverse, qui est celui de la confiance. Alors, on peut me reprocher, évidemment, confiance que je place en Dieu, bon, c'est tout de même ma conviction, et je continue de penser que cette confiance, en tout cas pour ce qui me concerne et pour ceux qui me rejoignent dans ce sens-là, il est évident, et je ne tiens pas du tout à imposer ma foi. La foi, vous savez, c'est quelque chose qui vient de chaque personne et qui se tourne ou se tourne pas vers Dieu. On reste assez libre, et je pense que chacun est libre de penser et de croire ce qu'il veut. J'ajoute tout de suite, d'ailleurs, dans ce sens de ce que vous venez de dire, que je ne mets aucune barrière sur le plan des relations sociales. Je suis tout à fait prêt à coopérer avec des gens qui pensent tout à fait autrement que moi et qui croient
tout autre chose que moi. Évidemment, mais ça n'a aucun, c'est pas un obstacle, du moins dans mon activité, dans la façon dont je vois le monde et dans laquelle je veux travailler dans ce monde. C'était l'évidence même. En revanche, je pense profondément que ma motivation spécifique en tant que chrétien, justement, m'incite à vivre autrement, à changer de mode de vie, à habiter ce monde d'une autre manière. Et je pense le vivre. Alors, vous savez, il y a cette expression dans le Nouveau Testament où l'apôtre Paul parle des fruits de l'esprit, qui sont des qualités morales, de patience, de bonté, de respect. Et il y a toute une liste là aussi qui est donnée. Et je pense que ces fruits, ce sont justement les signes que l'on peut montrer, concrets, de ce nouvel ordre dont vous parlez, qui pourrait habiter ce monde. Alors, moi, je n'attends pas que ce soit parfait. Je pense que ce n'est pas possible tant que le Christ n'est pas revenu. Ça, c'est ma conviction et je la base sur la Bible et c'est mon droit. Et j'ai le droit de penser de cette manière-là, tout en respectant que les autres et que d'autres puissent avoir d'autres convictions. Ça, c'est leur affaire quelque part. Mais cette motivation, pour moi, est très, très importante. Et je pense qu'effectivement, dans ce que j'ai vécu, je peux parler d'une conversion quand j'étais plus jeune, et qui a totalement réorienté mon être tout entier, vers Dieu bien sûr, mais aussi vers mon prochain, vers une façon de vivre et d'habiter ce monde. Et cela, c'est une réalité que je vis depuis maintenant des dizaines d'années, et je le vis profondément, j'espère de façon assez cohérente, je suis bien conscient de mes failles, mais tout de même, je vais dans ce sens-là et je pense que c'est une bonne motivation. Frédéric Baudin, il y a plusieurs questions aussi qui concernent les chrétiens et l'écologie. Une personne qui demande, d'après vous, pourquoi les chrétiens en général s'intéressent si peu et si tardivement à l'écologie, même s'il y a eu quelques exceptions à travers l'histoire. Quelqu'un d'autre demande, qu'en est-il de la responsabilité écologique des chrétiens qui ont l'espérance d'une nouvelle terre? Est-ce que vous pouvez apporter des éclairages là-dessus? Alors c'est un vaste sujet. Pourquoi les chrétiens se désintéressent? Alors il y a plusieurs conceptions à propos justement de la fin du monde ou de la fin des temps. Et souvent les chrétiens se démobilisent parce qu'ils pensent que ce monde dans lequel nous vivons est voué à la destruction totale et que ce monde sera remplacé par un autre. Alors c'est à la fois vrai et faux. On peut rejoindre la thématique de l'effondrement et de tout ce qui peut se passer par la suite, mais peu importe. Je dirais, quelle que soit d'ailleurs la conception que nous avons de cette fin, notre corps va se détruire, on va mourir. C'est malheureusement l'avenir de tout être humain, en tout cas jusqu'à ce jour. Et pourtant, on se lave tous les jours, on prend soin de son corps, on se nourrit. Alors je dirais que si les chrétiens se démotivent par rapport à la fin, en prenant la fin comme un prétexte pour négliger ce monde, eh bien, ça n'est pas une bonne attitude et il suffit d'en juger par le soin qu'on apporte à notre propre corps, même s'il est mortel. Voilà pour un début, une amorce de réponse. Alors s'il fallait développer, c'est pas bien de dire cela, mais je vous renvoie quand même à mon livre où je détaille absolument tout cela sur plusieurs chapitres, parce que c'est un vaste sujet réellement.